Alors, bonjour, je m'appelle Guylaine Roquet, je suis la vice-présidente de stratégie et planification pour la nouvelle organisation d'infrastructures en recherche numérique, aussi appelée NOIRN, ce nom que nous espérons changer. Et je suis enchantée de vous souhaiter la bienvenue à la série d'assemblées virtuelles de la NOIRN. Nous sommes ravis de partager avec vous nos conclusions préliminaires de l'évaluation canadienne des besoins en IRN et d'en discuter. Nous vous remercions de l'intérêt énorme suscité par ces séances et de votre participation. Notre équipe a hâte de vous écouter et de recueillir vos commentaires sur les moyens par lesquels nous pouvons mieux orienter un écosystème d'IRN pan-canadien qui répond davantage aux besoins du milieu de recherche du Canada. Nous commencerons aujourd'hui par une reconnaissance territoriale qui sera suivie d'un aperçu de notre programme. Alors que nous nous rencontrons virtuellement cet après-midi, de ce matin plutôt, je m'excuse, dans plusieurs coins du pays, je voudrais reconnaître que nous sommes tous situés sur des territoires traditionnels non cédés de différentes nations. Il est important de comprendre la longue histoire qui a amené chacun d'entre nous à résider sur ces terres et de chercher à comprendre notre place dans cette histoire. Je suis moi-même basée à Montréal et je reconnais que je suis située sur le territoire traditionnel des Kanien'kehá:ka. D'autres, à Ottawa, se trouvent sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinabeg. Quant à ceux de Toronto, ils se trouvent sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississaugas du Crédit, les Anishinabeg, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat. Alors que nous passons au compte-rendu de notre réunion, je voudrais exprimer notre respect à tous les peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour leurs précieuses contributions passées et présentes à cette terre. Tout d'abord, nous reprendrons les raisons pour lesquelles les assemblées publiques constituent un élément si important de la phase de validation de notre processus d'évaluation des besoins. Les conclusions préliminaires, dont mon collègue Philippe parlera sous peu, représentent l'aboutissement du processus de consultation de 6 mois entrepris par notre équipe et les groupes de travail auprès des chercheurs et chercheuses dans l'ensemble du Canada. Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont participé à ce processus, soit en soumettant un livre blanc, soit en répondant à notre sondage. Aujourd'hui, nous aspirons non seulement à valider quelques-unes de nos conclusions, mais aussi à travailler avec vous pour déterminer d'autres conclusions qui exigent des commentaires supplémentaires. Après avoir examiné les conclusions préliminaires qui vous sont présentées sous forme de résumé de l'information publiée la semaine dernière, nous nous rendrons dans des ateliers pour poursuivre une discussion plus approfondie. Nos modérateurs faciliteront la discussion au moyen de questions concernant les thèmes retenus dans notre Assemblée, aujourd'hui les opérations. Nous avons également recruté des preneurs de notes pour saisir les points de discussion et les questions soulevées dans un document de Google Docs qui sera partagé avec la salle d'atelier. Vous aurez la possibilité de formuler des observations, soit oralement dans la salle d'atelier ou par moyen de la fonction de clavardage dans la salle. Ces observations seront conservées pour la fin de la documentation finale. Et finalement, par écrit, directement dans le document de Google Doc qui vous sera accessible. À la suite des discussions en groupe, nous nous réunirons au niveau tous et rendrons compte d'une question ou d'un point de discussion essentiel qui s'est dégagé des discussions. Après les événements, un enregistrement de chaque assemblée et les conclusions sommaires connexes seront accessibles sur notre site Web à fin d'examen. Nous n'enregistrerons toutefois pas les discussions qui ont lieu dans la salle, dans l'atelier. Nous sommes impatients d'entamer la discussion enrichissante qui s'annonce. Cela dit, je cède la parole à Philippe qui examinera les conclusions préliminaires liées au thème retenu pour notre Assemblée. Merci Guylaine et merci à tout le monde. Guylaine, je suis très content de te revoir aujourd'hui et je pense que ta présence est très pertinente pour la discussion qu'on va avoir. En même temps, je vais juste remercier tout le monde pour être très patient avec mon français. J'ai remarqué qu'hier, j'ai mélangé les mots robinet avec cabinet quand on parlait de stockage de données sensibles. Donc, j'espère que personne garde ces données dans son robinet, mais merci pour la compréhension. OK, juste pour
pour être très vite avec les prochaines diapos, je sais qu'il y a quelques personnes qui, c'est la première fois que vous êtes ici avec nous. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la phase de validation de notre processus d'évaluation des besoins de nos chercheurs. On a commencé en octobre la phase de consultation avec une demande de livre blanc, documentation actuelle et sondage. Et ça, c'est les trois mécanismes qu'on utilisait pour écrire notre rapport d'évaluation de besoins qu'on va partager avec vous dans les prochains mois pour vos commentaires. On a reçu 105 livres blancs, autour de 350 auteurs de presque 112 organisations. On a contribué. On a aussi reçu 19 documents existants de plans stratégiques de différentes organisations. Ça nous permet de nous aligner avec notre propre plan stratégique pour les années 2022-2025. Au niveau de sondage pan-canadien, on a vu presque 1400 réponses autour de partout de Canada. Donc, une belle réponse à ce niveau-là. Quand on regarde les réponses de manière géographique, à vos gauches, vous pouvez voir la distribution par province. On peut regarder qu'on n'a pas de réponse de territoire, mais quand même une belle distribution de réponses au niveau de province. La graphique à votre droite, c'est au niveau des disciplines. Et on voit que les arts, sciences sociales et humaines sont bien présents avec la médecine et les sciences de la santé. Mais si on regarde au niveau de Tri-Council, on voit que les trois conseils sont bien remarqués ici. Alors, quand on demandait dans nos sondages aux chercheurs quelles devraient être les priorités de la norme pour répondre à vos besoins de recherche, l'image était un peu difficile de comprendre parce qu'il faut vraiment prioriser presque tout. Mais si on commence à regarder par discipline, on voit qu'il y a des différences, mais aussi des similarités. La formation pour les PHQ, c'est commun dans beaucoup de disciplines. Ici, comme l'infonuagique ou l'informatique de réseau interne haute vitesse. Il y a quelque chose qui sont un peu plus spécifiques aux disciplines, comme le stockage sécurisé ou les plateformes de mobilisation de connaissances en ligne pour les arts, sciences humaines et sociales. Bon, aujourd'hui, on va parler des opérations et je pense que dans les 2 derniers jours, on a touché dans quelques points qu'on va parler aussi. Donc, je suis très content que Guylaine est ici juste pour clarifier quelque chose par rapport des questions qu'on a eues hier. Une des choses qu'on a vues dans les livres blancs, c'est qu'il y a eu un besoin très important pour harmoniser le processus de soumission des applications pour financement à la recherche et avec l'accès au calcul dans les plateformes nationales. Donc, les portails d'accès commun, aussi comme les ORCID ou les DOI, sont très importants. Puis, la norme devra commencer à travailler avec les partenaires nationaux et régionaux pour améliorer ça. Aussi, on voit qu'il faut aider nos chercheurs avec ces besoins tout au long des cycles de vie de recherche. Ça veut dire les calculs, le stockage, mais même la préservation. Aussi, on regarde qu'il y a un besoin d'accès aux services infonuagiques commerciaux, mais il faut faire attention avec la propriété intellectuelle de nos chercheurs. Donc, il faut travailler avec l'industrie pour trouver une façon égale et qui n'est pas nuire aux efforts universitaires communs. Hier, on a aussi écouté de la coopération internationale, par exemple, le Square Kilometer Array Telescope, SKA. Ça, c'est un exemple où on devrait travailler avec nos partenaires internationaux. Et on a aussi écouté le rôle que la norme devra avoir. C'est un rôle de ressembleur et travailler avec nos collaborateurs et partenaires à niveau national et provincial avec les chercheurs, praticiens, fournisseurs de services et décideurs. On a écouté hier quelques questions par rapport à la centralisation de tous ces services avec la norme. Donc, je pense que ça, c'est un point très important qu'on peut discuter aujourd'hui. Et aussi,
Je sais que la Nord va être une organisation agile qui répond rapidement aux besoins de nos chercheurs, mais il faut le faire d'une manière responsable. Il faut trouver les paramètres de performance clés qu'on peut montrer à nos communautés qu'on vous écoute et qui sont responsables quand on les fait. Donc ça, c'est le point qu'on va discuter aujourd'hui et avec ça, peut-être qu'on peut commencer la discussion avec Sophie. Je vais arrêter ma diapositive ici. Oui, c'est une question tout à fait pertinente. Puis c'est souvent le cas en technologie. La demande est pratiquement infinie, puis l'offre est limitée. Alors, dans ce contexte-là, je pense que le processus qu'on est en train de suivre, là, présentement, on accueille tous les besoins, toutes les demandes qui nous sont faites. Il y a un processus de priorisation qui va être réalisé en particulier par le Conseil des chercheurs. C'est un de ses rôles principaux, c'est de faire cette analyse-là, d'identifier les priorités et de conseiller le conseil d'administration de l'organisation au niveau de où on devrait mettre le focus par rapport à rendre des services. Je pense aussi qu'un des gros avantages de l'exercice qu'on fait présentement, c'est d'avoir des métriques, c'est d'avoir de l'information, c'est d'avoir des choses qui sont tangibles, qui nous sont exprimées par la communauté et d'être capable de transmettre ça à nos bailleurs de fonds pour leur dire, bien, écoutez, il y a des besoins réels et les voici, et voici comment ça se traduit, et voici quel genre de service il faudrait mettre en place pour soutenir ces organismes-là ou ces groupes-là. Et voici ce que ça prendrait d'un point de vue financier. Et donc, c'est un jeu, je pense, qui se fait comme à deux dimensions. Il y a une dimension à l'intérieur de l'organisation avec l'aide de notre conseil de chercheurs et de chercheuses pour identifier ces priorités-là et regarder l'ensemble des besoins et faire les choix. Mais il y a aussi toute la conversation avec le gouvernement pour les amener à comprendre qu'effectivement, il y a une diversification des besoins et que ces besoins-là sont des besoins réels, qu'il y a des moyens pour les soutenir d'une façon la plus efficiente possible, mais qu'ils devraient considérer de mettre en place des ressources additionnelles pour les soutenir. Comme ils l'ont fait avec l'émergence de la recherche en intelligence artificielle, ou qu'ils vont le faire par rapport au calcul quantique. Je veux dire, il y a des besoins qui émergent. On s'en va vers un environnement qui est de plus en plus numérique. Je pense que le gouvernement va devoir mettre davantage de ressources, mais ça va toujours suivre les besoins. Ça ne sera jamais au-devant des besoins. Et comme je vous dis, je pense que la discussion à ces deux niveaux-là doit avoir lieu et a lieu, je dois dire. On a une très bonne relation avec le gouvernement fédéral. Et on commence des discussions intéressantes aussi avec les gouvernements provinciaux pour soutenir des besoins qui sont peut-être plus locaux. Donc, le travail se fait, mais vous avez raison, ce n'est pas facile de faire ces choix et de faire l'arbitrage. Merci, Guylaine. Est-ce que ça répond à ta question, Michel? Un peu? Oui, merci. Je sais que Catherine avait levé sa main. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Ou je ne t'attends pas. Ok, je pense qu'on a un petit problème technique. Je veux juste savoir, je sais que Calcul Canada et Calcul Québec sont en milieu de rénover quelques infrastructures maintenant. Est-ce que quelqu'un peut-être peut parler si vous prenez cette opinion au cours de vos développements de la nouvelle infrastructure? Là, je peux peut-être m'avancer là-dessus. Dans les derniers investissements qui ont été faits par AIZ, en fait, on ne nous a pas du tout laissé le choix. AIZ aussi, voici ce que vous achetez. Vous mettez tant d'argent en GPU, tant en CPU, puis tant en stockage. Et donc, c'est étant en cloud. Et je dirais que ces besoins-là ont été analysés par AIZ en se basant sur la communauté traditionnelle.
Donc, je te dis traditionnel et un peu post-traditionnel, là, parce que je vais inclure aussi les besoins en génomique là-dedans, là, qui sont ce qui a fait en sorte que, par exemple, les quantités de stockage qu'on a ont explosé par rapport à ce qu'on faisait il y a 10-15 ans, par exemple. Et donc, toute cette nouvelle, tout cet aspect là, de soutenir les plateformes, en fait, là, puis de soutenir la diffusion des données et tout ça, n'a pas été du tout pris en compte. Et en fait, ce que AIZ a demandé, c'est à Andrio de faire ce travail-là. Là. Donc, je pense que c'est là qu'on est, en fait, là, voir comment on peut partir du modèle qu'on a qui marche quand même pas si mal, puis qui répond à une grande quantité de besoins, mais comment maintenant on peut étendre la liste de services qu'on peut offrir pour répondre mieux à l'ensemble de la communauté. Merci, Susan. J'ai vu quelques réactions. Maxime, est-ce que tu veux partager ton opinion? J'ai vu. Oui, j'allais compléter, mais je pense que Suzanne l'a couvert. Là, les dépenses qui ont été prévues par AIZ concernent uniquement l'infrastructure avec aucune considération du layer de service ou de plateforme ou de quoi que ce soit par rapport à ça. Là. Donc, ce n'est pas une vue intégrée de dépenses, c'est vraiment une vue infrastructure. Ce qui est problématique. Là. Ce qui est, à mon sens, il devrait avoir autant d'investissements, bon, en valeur monétaire, je ne sais pas, mais il devrait avoir autant d'efforts mis sur le développement de plateformes et de services et de soutien à la communauté de recherche que d'achat d'infrastructures. Merci, Maxime. J'ai vu que dans le chat, David a partagé quelques opinions. Je ne sais pas si tu veux élaborer, David. Mais je pense que j'ai plutôt dit là, tout ce que j'avais à dire est là, je peux le résumer. Il existe un concours d'allocation de ressources, puis on comprend très bien l'intérêt, hein, c'est-à-dire vous avez des ressources, il y a plusieurs demandes, puis vous voulez vous assurer que ça soit bien utilisé. Mais d'un point de vue d'une plateforme, oui, nos besoins peuvent évoluer, mais globalement, on est là pour rester. Hein? Donc, nos besoins sont plutôt fixes. Donc, c'est une démarche administrative qui est relativement lourde, qui est une fois aux 3 ans, mais à chaque année, on doit quand même justifier de l'usage de nos ressources. Donc, ce que je disais, c'est que ça, c'est un héritant. Une chance, l'équipe de Calcul Québec nous comprend là-dedans, nous accompagne, et puis en bout de ligne, on a les ressources. Fait que là-dessus, on ne se plaint pas, mais il y a quand même une espèce d'épée Damoclès quand on fait ça, on se disait, bon, c'est comme si potentiellement je pouvais perdre mes ressources. Ceci dit, une de nos approches au niveau des plateformes, je ne sais pas pour Oranos si c'est utile, mais c'est de dire, on va acheter des ressources propres, c'est-à-dire avec les sous qu'on soit, qui sont d'ailleurs, qui viennent de la FCI aussi, que ces sommes-là, c'est des ressources matérielles achetées par Redi, mais qui sont en fait achetées par Calcul Québec ou Compute Canada Andrio, un peu perdu à chaque fois dans les acronymes, et qui sont opérées et gérées à notre place. Donc ça, c'est bien. Et à partir de là, donc pour ça, on va pouvoir sortir du rack. Donc, tu pourrais dire, tu l'as ta solution, de quoi tu te plains? Mais c'est qu'on n'a pas on n'est pas que sur cette infrastructure-là de Beluga. Comme je disais, on a aussi un site sur Arbutus, donc notre site de support. Mais, donc, je fais juste dire qu'il existe ce processus-là qui est peut-être pas optimal pour les plateformes, même si c'est des pistes de solutions. Mais grâce à une compréhension humaine, là, puis un suivi, je dirais, personnalisé, on se comprend, on y arrive. Nous aussi, on joue le jeu, on ne fait pas juste se plaindre, on comprend pourquoi ces procédures sont là. Mais c'est peut-être pas approprié pour les plateformes. Merci beaucoup, David. On arrive vers la fin. Je vois qu'il y a 2 mains levées. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Je peux vous donner 30 secondes à Michel et Maxime. Oui, Michel? Moi, c'est complémentaire à ce que David vient de dire. D'un point de vue fournisseur de services, l'achat de matériel contribué de la part d'un chercheur, c'est un peu problématique parce que ça arrive à des dates différentes du déploiement des infrastructures. Quand est-ce que c'est retiré? C'est quoi le support de tout ça? Ce qui serait beaucoup plus approprié, c'est que les chercheurs reçoivent du financement pour acheter des cycles de calcul, une quantité de ressources et laisser à la charge des fournisseurs de services de gérer la ressource. Là. Donc, puis cet achat de cycle de ressources, de cycle de calcul-là pourrait être
ce soit sur des infrastructures de Calcul Canada ou des infrastructures du cloud commerciaux, ou selon ce qui est approprié. Mais avoir ce mécanisme-là d'achat et de vente de temps de calcul ou de temps de, pas de calcul parce que c'est des VM dans le cloud, là, de temps d'hébergement serait plus approprié que de l'achat d'équipement. Merci, Maxime. Sophie, il y a quelques commentaires dans le chat. Si ça ne vous dérange pas, on va prendre juste 2-3 minutes de plus, mais je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt. Michel et après Suzanne. Moi, je pense que, tu sais, on discute ici des besoins des plateformes, puis qui est nouveau. Puis aussi, comparé initialement, il y avait plus de la recherche, le calcul brut. Initialement, le besoin de créer Calcul Québec et Canada était basé sur le potentiel de partage et de mise en commun de ressources. Et je pense que le NDRIO doit baser ses services sur ce potentiel-là. Je veux dire, si une infrastructure peut être partagée à travers différents groupes, différents chercheurs, elle a sa raison d'être dans une infrastructure nationale. Si par contre une plateforme a besoin d'équipement qui va être exclusivement pour son besoin à elle, pas pour moi, ce n'est pas quelque chose qui doit être partagé à travers une communauté internationale, comme on est en train de mettre en place. Donc, moi, je distingue ces niveaux de service-là. Si c'est le potentiel de partage, oui, on doit s'en occuper et c'est ça c'est une façon d'optimiser la ressource qui nous vient des payeurs de taxes. Mais si ça n'a pas le potentiel de partage, alors il devrait être occupé localement. Je pense que la SCI comprenait ça. À chaque fois qu'on faisait des demandes de calcul, on leur expliquait si c'est quelque chose qui est, de toute façon, ne peut pas être partagé, eh bien, on nous permettait d'appliquer pour de l'argent. Si c'était pour partager, bien, allez chez vos services à Calcul Canada. Ouais. Merci, Michel. Juste pour terminer, Philippe. Oui, super rapidement. Je trouve qu'on n'a pas parlé beaucoup des indicateurs, là, les métriques de performance. Moi, je pense que une bonne métrique de performance, et c'est peut-être déjà en place, et je ne suis pas au courant, mais toute la connaissance qui est générée au fil des interactions entre le fournisseur de services et les utilisateurs devrait aussi être publiée comme méthodologie ouverte. Tous les codes qui sont développés par domaine, ça devrait aussi être une espèce de bibliothèque de connaissances qui devrait se construire. Je pense que ça va vraiment être la preuve que les services qui sont fournis servent à quelque chose et resservent à d'autres. Donc ça, je pense que ça va être une métrique peut-être à considérer. Toute la connaissance qui est générée à travers ces interactions-là devrait être ouverte le plus possible. Merci, Philippe. Puis je sais que Suzanne veut partager quelque chose avant qu'on termine aujourd'hui. En fait, il y avait des questions dans le chat. Donc, oui, c'est ça, c'est sûr. Je voulais simplement proposer de répondre à ces questions-là. Donc, Philippe Jouvet demandait s'il y avait un processus pour transférer des données cliniques codées dans l'environnement Calcul Québec. Donc, en ce moment, nos infrastructures ne respectent pas les normes là, pour avoir des données cliniques. Par contre, on a notre projet pilote, notre cloud sécurisé qui s'appelle Juno, du nom de la déesse grecque de la protection. Romaine, pardon, de la protection. Mais c'est encore c'est encore projet pilote, donc on est en train de développer les politiques, les processus, puis les aspects là, techniques. Là. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille, puis évidemment, on va continuer à travailler en collaboration avec NDRIO pour que ce projet-là voit le jour. En ce qui concerne le partage pour les plateformes de ressources, je dirais que ce qui est intéressant au niveau du partage, c'est tous les outils qu'on pourrait mettre en place avec les organisations régionales et NDRIO en collaboration pour faciliter le développement d'outils communs pour que tout le monde pourra réutiliser. Donc, et donc, cette mise en commun de services est encore une fois une façon d'aller gagner de l'efficacité pour l'ensemble de la communauté de la recherche. Et il y avait quelqu'un qui disait que je m'inquiète en passant à travers que des compagnies puissent avoir des sites de calcul gratos en passant par des chercheurs universitaires. C'est effectivement un enjeu.
À Calcul Québec, on avait mis en place une politique là-dessus il y a plusieurs années. Donc, notre politique dit si vous faites de la recherche purement académique, évidemment, l'utilisation est gratuite. S'il y a une utilisation commerciale, si vous faites des contrats et tout, il devrait y avoir des frais de facturer. Évidemment, l'enjeu ici que vous voyez, c'est gros comme c'est énorme, c'est que nous, on n'est pas capable d'aller voir quel calcul les chercheurs font pour savoir si c'est commercial ou pas, évidemment. Donc, ça veut dire que ça repose uniquement sur la bonne volonté des chercheurs et peut-être éventuellement des bureaux de la recherche. Donc, bien qu'on ait une politique, puis qu'on a facturé certaines utilisations au cours du temps, qui sont des sommes qui sont réinjectées dans le système après, donc pour bénéficier l'ensemble de la communauté de recherche. En pratique, c'est assez difficile, mais ceci étant dit, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut continuer à se pencher collectivement. Voilà. Merci. Je sais que je ne suis pas le meilleur modérateur, donc Philippe, la dernière parole, s'il te plaît. Ah. C'est une vieille main. Ah, OK. On n'entend pas, Philippe. C'est ça. Excusez-moi. C'était pour parler d'un problème particulier que j'ai actuellement avec les données cliniques. Donc, je ne sais pas si c'est la table ronde pour en discuter, mais si jamais vous utilisez des données cliniques, actuellement, avec une FCI, je suis dans les 12 travaux d'Astérix, avec l'histoire de Juno qui n'est pas créée. Donc, le Calcul Québec qui me demande d'avoir l'accord du comité d'éthique pour pouvoir transférer les données. Le comité d'éthique qui me demande d'avoir l'accord du CTIP de mon hôpital pour dire qu'ils ne sont pas capables d'héberger les données et de me fournir la puissance de calcul, alors que la FCI me fournirait tout ça. Donc, ce n'est pas facile, parce que si j'ai les sous, je peux le faire n'importe où. Là, je peux même le faire chez moi. Mais la FCI est en général conditionnelle à Calcul Québec. Donc peut-être que ce n'est pas vrai, cette partie-là. Puis enfin, le comité d'éthique me dit, bon, une fois que vous avez fait tout ça, que Calcul Québec vous a levé la condition pour que vous puissiez obtenir les fonds, il faudra que vous demandiez une dérogation au ministère pour pouvoir envoyer les données. Alors, la relation avec le ministère, là, j'en ai un petit peu l'habitude aussi. Ça ne va pas être simple, là. Donc, je ne sais pas comment me sortir de cette situation. Donc, on pourrait se reparler. On pourrait parler aussi, Philippe, parce qu'à Laval, on a fait des choses intéressantes, entre autres avec le CHUM pour les données cliniques. Donc, ça, on pourrait s'en reparler. OK. Merci tout le monde. Je vais juste finaliser. Je vais partager mon écran. Et puis, c'est à toi, Guylaine, juste pour finir. M'excuse. Encore une fois, je vous remercie encore d'avoir participé à cette discussion-là. Puis comme toujours, c'est excessivement intéressant. C'est intéressant de voir aussi la diversité des besoins et des perspectives qui est représentée. Puis c'est un des attraits de faire ces réunions-là. Donc, on espère que le format vous a plu. Puis, afin de valider notre approche, on aimerait vous poser une dernière question. Qui est de répondre à la question suivante. Est-ce que vous pouvez nous indiquer votre préférence? Il y a un questionnaire qui va s'afficher. Philippe devrait s'en charger. Votre préférence entre des séances comme aujourd'hui qui sont unilingues françaises, puis en parallèle, on fait des séances qui sont unilingues anglaises, ou des séances bilingues en anglais et en français, auxquelles on pourrait faire de la traduction simultanée ou des choses comme ça. Mais qui ont tendance à se passer davantage en anglais qu'en français. Donc, j'apprécie les réponses. D'accord. Je pense que ça nous donne une bonne indication. Donc, en termes on aimerait parler un peu des étapes suivantes qui vont suivre suite à ces rencontres qu'on fait présentement, puis à l'analyse, comme on en a parlé un peu plus tôt, des livres blancs et du sondage et des plans stratégiques qui nous ont été soumis par différentes organisations.
on prépare un rapport sur l'analyse des besoins qui va être publié et pour lesquels on va demander vos commentaires. On va aussi, en cette année, suite à l'étape dont je vous parlais un petit peu sur la mise en place d'un nouveau modèle de service, on va aussi commencer à travailler sur notre plan stratégique qui va couvrir les années 2022 à 2025. Et ça aussi, dans le contexte de la planification stratégique, il y aura des mécanismes pour demander des validations et les commentaires de la communauté. Et finalement, comme on l'a dit aussi, on porte beaucoup d'attention à avoir une collaboration continue et un rapport constant avec la communauté des chercheurs et chercheuses. Alors, on vous demande en tout temps, n'importe quand, de nous envoyer questions, commentaires, suggestions à l'adresse de courriel que vous voyez à l'écran. Donc, recherche à engagedri.ca. Et on sera heureux de donner suite à tout élément d'information que vous nous transmettez. Alors, merci beaucoup et puis je vous souhaite une belle fin de journée. Merci tout le monde.